Bonjour, bienvenue pour la suite des débats que nous consacrons aux élections municipales et qui se termineront bien sûr le 23 mars. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Castres et nous avons invité Benoît Couliou au nom de Alternative Castres à Castres et en face Denis Soliver pour l'UDI. Tous les autres candidats avaient, cher Jean-Marc, été invités, à savoir le Parti Socialiste et l'UMP, mais pour des raisons qui leur tiennent soit pour des questions de stratégie politique, soit sans doute pour des questions d'agenda, ont préféré ne pas venir. Ils sont toujours bien sûr les bienvenus dans cette émission ou sur notre chaîne, d'autant plus que nous sommes maintenant reçus sur tous les réseaux ADSL, à savoir Free, Orange, Box et SFR le 18 mars. Donc bienvenue à vous tous. Bienvenue à Denis Soliver, bienvenue à Benoît Couliou et bienvenue à vous, cher Jean-Marc. Oui, merci Emmanuel. Donc un petit portrait de Castres, rapidement en images. Castres est à 80 km de Toulouse. Y aura-t-il oui ou non un jour une 2 fois 2 voies qui mettra Castres juste à une portée de voiture, si je puis dire, ou de transport en commun peut-être, de la capitale. Castres, c'est 43 000 habitants, 54% des habitants sont propriétaires et on l'oublie souvent, mais Castres est le deuxième pôle industriel de Midi-Pyrénées avec 60 000 actifs. Donc messieurs, on vous donne tous les deux d'abord la parole. On commence par vous, Benoît Couliou, au nom alors donc de Alternative Castres, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Oui, une liste citoyenne d'abord, une liste citoyenne avec des citoyens, des citoyennes qui ont décidé de s'engager dans cette campagne parce qu'ils aiment leur ville, parce qu'ils ont une vision sans doute largement différente de celle du maire actuel et sortant Pascal Bugis, et parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup d'énergie dans le monde associatif, dans les quartiers, et qui ont envie de proposer des solutions alternatives. Le mot a été choisi à dessein, c'est-à-dire on n'est pas là pour construire simplement une alternance à la politique qui est menée depuis 13 ans, mais une véritable alternative. Et on va avoir l'occasion aujourd'hui de vous présenter quelles sont nos idées, nos propositions les plus concrètes pour mener cette alternative. Mais dans l'alternative, il y a quelque chose de sous-jacent qui laisse dire que finalement il n'y a pas union. Donc est-ce que pour le deuxième tour, vous allez me dire que c'est prématuré, mais quand même dès le départ, vous ne dites pas que vous serez toujours une alternance, une contre-proposition? Comment vous situez par rapport La démocratie, c'est d'abord reconnaître que si on porte un projet différent, on est en droit de venir le défendre devant les citoyens. L'Union à gauche, on a essayé de la travailler, on a travaillé dessus pendant 2 ans, avec nos partenaires socialistes, et on n'y est pas parvenu, et il y a bien une raison pour ça. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de place sur la liste, c'est si vous ne reconnaissez pas dans les propositions... Qu'est-ce que vous entendez par travailler? Travailler, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 2 ans à la construction de l'Union, et si cette Union ne s'est pas faite, c'est bien que sur le fond, on a des divergences tellement importantes, des propositions tellement différentes pour la ville, qu'on ne pouvait pas être ensemble dès le premier tour. Et il a fallu 2 ans pour s'en rendre compte? Parfois, ça veut dire qu'il faut du temps... Ce n'est pas une question de s'en rendre compte, c'est que si vous voulez travailler en politique, il faut du temps. Et il y a quelqu'un de jeune qui vous dit ça. En face de vous, quelqu'un qui s'appelle Denis Soliver, vous représentez donc l'UDI. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'union non plus à droite à Castres? Écoutez, je ne sais pas. D'abord, je représente l'UDI parce que moi-même, je suis engagé dans l'UDI avec ma suivante de liste qui est Mme Nicole Genreau, mais le reste de nos colistiers sont issus, je dirais, de la société civile. C'est d'ailleurs sans aucun clivage de droite ou de gauche que cette liste s'est constituée depuis maintenant 1 an, à partir d'un certain nombre de constats simples. D'abord que cette ville, malheureusement, est un peu repliée sur elle-même. Pas uniquement pour des raisons de désenclavement, même si c'est essentiel, mais par rapport à un comportement, d'une manière générale, qui, du point de vue qui est le mien, doit conduire les élus de la municipalité comme celle de l'agglo à s'ouvrir au maximum. Il y a un combat pendant les périodes électorales, c'est vrai, mais une fois que les élections sont passées, il faut savoir parler au département, il faut savoir parler à la région, parler à l'État, aller se battre pour aller chercher des crédits européens. C'est difficile. Et il est donc important que nous puissions considérer cela. C'est ce constat premier que nous avons fait, une espèce de repli sur soi-même qui nous préoccupe. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, 43 000 habitants aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, 45 000. Et donc, il faut être attentif à ça. Et à partir de là, depuis maintenant plus d'1 an, l'ensemble des colistiers qui m'accompagnent ont travaillé avec moi sur l'idée, d'abord que on rétablisse un lien entre le citoyen et effectivement les politiques. Moi, un jour, on m'a dit, mais le problème avec vous, les politiques, alors que je n'en suis pas un,
c'est qu'il faut tenir parole. Oui, c'est important. Il faut que les élus soient plus accessibles, soient en situation. Vous dites que Pascal Bugis, l'actuel maire, n'est pas accessible? J'ai pas dit ça. Je dis que d'une manière générale, force est de constater que le citoyen en France s'écarte un peu du politique. Et il faut s'expliquer les raisons profondes de cela. Il y a quand même une contradiction dans ce que vous venez de dire et ce qu'avait dit auparavant Jean-Marc. C'est qu'effectivement, si c'est le deuxième bassin d'emploi, comment se fait-il que le nombre de citoyens, comme dirait M. Couillou, est en déclin? Il y a quand même une contradiction. Si vous générez des postes de travail, comment se fait-il qu'il y ait de moins en moins d'habitants? Non, mais il y a des raisons très techniques. La première, on l'abordera probablement tout à l'heure, c'est l'enclavement de plus en plus mal ressenti, et notamment de la part des acteurs économiques, pas seulement, mais aussi. Et la deuxième est liée à une fiscalité. On est quand même dans une ville où, malheureusement... Il n'y a pas une ville de France qui ne se plaint pas d'avoir trop de fiscalité. Sauf que je vous engage à regarder ce qu'est le taux de la taxe foncière, et vous verrez qu'à plus de 34%, elle est nettement supérieure à toutes les autres. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez que les gens investissent chez vous et restent à la maison, si je puis dire, encore faut-il que la fiscalité soit acceptable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ne remets pas du tout en cause le fait que la mandature de Pascal Bugis a permis de faire le constat que les taux des impôts locaux n'ont pas augmenté. Mais la question n'est pas là, il faut qu'ils baissent. Hein, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut faire les choses progressivement. Et l'essentiel, de notre point de vue, c'est de faire connaître à cette ville, d'une part, et à son agglomération demain, une relance industrielle qui lui manque grandement. Et avant d'aller plus loin, vous êtes d'accord avec ce constat? Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'abord sur ce qu'est la population castraise. Un castré sur 8 est au chômage. Et n'oubliez pas l'histoire de ce bassin. L'histoire de ce bassin, c'est, il y a encore 30 ans, 20 000 personnes qui étaient employées dans le textile. Aujourd'hui, elles sont à peu près 1000. Donc un bassin qui a été capable de prendre une claque pareille, c'est-à-dire 19 000 emplois en moins, et de se redresser, et à l'époque sans autoroute et avec exactement la même situation, a des capacités exceptionnelles. Mais la population qu'on a, je vous l'ai dit, c'est un castré sur 8 qui est au chômage, c'est 2000 logements vacants, c'est un désert commercial de plus en plus en centre-ville, c'est une population en énorme difficulté. Et je rejoins M. Soliveres sur un point, celui de la fiscalité. Aucun des candidats ne va pouvoir augmenter les impôts parce que la situation, elle est déjà intenable pour les castrés. Mais je dis aussi, on aura un débat très fort là-dessus, qu'un candidat qui dit maintenant, moi je vais baisser les impôts, j'attends vraiment qu'il me démontre, j'attends vraiment qu'il démontre aux castrés. Mais est-ce que le débat est ouvert? D'abord, je veux dire une chose. D'abord, je remercie M. Couillou d'avoir accepté ce débat. Je regrette d'ailleurs que d'autres, qu'il s'agisse de M. Testas ou M. Bugis, l'aient refusé. C'est dommage pour la démocratie. C'est dommage aussi pour faire avancer la compréhension qu'à mon avis les castraises et les castrés doivent avoir de leur situation. Mais soyons simples. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, prétendre qu'on va alléger les impôts, c'est un gros challenge. Alors d'abord, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a un impôt qui, à mon sens, doit être retravaillé finement, c'est la taxe foncière, car c'est la plus élevée. Bon. Ensuite, la manière de le faire, elle est assise sur un certain nombre de techniques que je ne vais pas développer là, mais soyons simples. D'abord, ce qu'on ne peut pas gagner par les taux, il faut le gagner par l'assiette, c'est-à-dire élargir la richesse fiscale possible. Et c'est pour ça que je pense que, sans que ça réussisse en 1 an, ni 2 ans, mais c'est une affaire de 10 à 15 ans, mais autant le prendre en main dès maintenant, il faut faire connaître à cette ville et à son agglomération une relance industrielle. On a eu une chance inespérée, c'est qu'après les difficultés du textile qui sont liées à l'évolution de la pratique en la matière, on a eu un personnage extraordinaire qui est M. Pierre Fabre, qui a cru en sa région. Aujourd'hui, il faut conforter bien évidemment l'industrie pharmaceutique et cosmétologique, mais ça ne suffit pas. Par exemple, vous avez de la chance, vous les Toulousains, et nous avons la chance d'être si près de vous pour ne pas passer à côté de ce qu'on appelle la deuxième sous-traitance aéronautique. Celle qui ne suppose pas qu'on ait un taxiway à proximité d'Airbus, mais où on peut, comme chez Comao, de temps en temps faire de la machine-outil pour la 350, ou alors fabriquer des sièges ou autres de l'industrie aéronautique. Nous serions, j'allais dire, responsables de ne pas avoir de passer à côté de ces 20-25 ans que l'aéronautique nous offre. C'est important, d'autant plus que notre arrondissement, si je puis dire, et surtout notre agglomération, a cette culture industrielle. Il faut en profiter. Enfin... Et pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable, parce que justement vous citiez Toulouse, et Toulouse est confrontée à un problème avec Airbus. C'est quand on est face à une telle puissance économique, lorsque, comme vous voyez, on ne lance plus de modèles d'avions nouveaux, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des réductions d'emplois. Donc quand Toulouse a du mal, même pour sauver son bassin d'emploi par rapport à Airbus, comment une ville comme Castres va arriver à convaincre
un tel entrepreneur, justement, de créer des Moi, emplois. je suis entièrement d'accord, surtout si vous me permettez, M. Soliveres. Je vous en prie. Surtout quand dans le même temps, vous avez le Conseil général du Tarn qui est prêt à mettre des millions d'euros pour financer la zone d'activité des portes du Tarn en disant exactement comme vous, on va mettre en place les outils pour que l'aéronautique vienne s'installer à Saint-Sulpice. Et il y a un vrai enjeu qui est de penser cette élection municipale à l'échelle aussi du département et de la région et de la solidarité entre les territoires. Parce qu'on voit bien que les territoires sont en compétition, que tout le monde essaye d'activer les mêmes leviers, l'aéronautique, la pharmacie, etc. Oui, on a des pôles forts. Est-ce que ce sont vraiment ceux où on a des chances de l'emporter? Je ne suis pas intimement persuadé, pour ma part, M. Soliveres, que vu les difficultés déjà Airbus pour garder ses emplois sur Toulouse, ce soit vers Castres qui vont se tourner. Regardons quelles sont nos forces, quels sont les points sur lesquels on peut faire converger des activités, parce que là, on est en concurrence avec des territoires et on n'a pas tous les atouts pour pouvoir le faire. Mais on en parlera tout à l'heure sur l'autoroute. L'autoroute ne changera rien par rapport à ça. Je vous réponds non. D'abord, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. J'ai parlé de relance industrielle. Je n'ai pas parlé que de la deuxième sous-traitance aéronautique. Ce serait quand même assez étonnant qu'à Tarbes ou ailleurs, dans certaines régions de l'Aquitaine, on soit capable, dans les TPE, les très petites entreprises et moyennes entreprises, de faire de la sous-traitance pour l'aéronautique et qu'à 80 km, Castres ne puisse pas s'y engager. Oui, mais Tarbes a une histoire avec l'aéronautique. Mais bien sûr, mais je vous rappelle quand même que quand la 400M vient faire des essais, elle le fait aussi à proximité de Castres. Donc, non, ce qui est important, c'est bien évidemment de sortir d'une mono-industrie. Je le répète une nouvelle fois et je le dis très sincèrement, nous avons eu la chance d'avoir Pierre Fabre qui a fait cet investissement, qui a permis une reconversion industrielle en sortant. Le temps est venu d'une deuxième relance industrielle. Alors certes, il y a la deuxième sous-traitance aéronautique, c'est un de nos projets, mais il y a aussi la nécessité d'installer sur site et au COS, puisqu'on a des terrains, une technopole de l'agroalimentaire. Nous avons des producteurs, nous avons des opérateurs dans le domaine de l'agro-industrie et nous ne serions pas capables, comme l'a fait par exemple Agen, d'installer un agropole pour pouvoir faire de la transformation sur place. Ça fait partie aussi de nos projets. J'ajoute enfin, très important, que, et la Chambre d'agriculture a fait d'ailleurs une excellente étude sur le sujet, qui révèle très clairement qu'on a une capacité à développer la filière bois. Sauf qu'aujourd'hui, on produit du bois industriel, il part en Europe centrale ou en Espagne et il revient granulé chez nous. Il y a peut-être quelque chose, des questions à se poser. Donc, je vous interromps. Quand je dis juste pour terminer... En même temps, vous développez donc ce que vous appelez les deuxièmes chances économiques. Il y a une chose toute simple. Si Pierre Fabre, les laboratoires partaient, c'est un territoire entier qui s'écroule. Mais bien sûr, c'est ce que j'appelle la Fabre dépendance. C'est-à-dire que tout le monde se réjouit d'avoir Fabre, et moi le premier. Mais il faut être, de ce point de vue-là, prudent, d'où la nécessité de diversifier tout en confortant ce que nous avons. Et l'exemple n'est pas loin. Allez à Agen, BMS actuellement. Le gouvernement vient de préconiser que l'on puisse, avec le paracétamol, soyons très précis, avec le paracétamol, faire du générique. Ça veut dire que demain, les 1500 salariés des unités agenaises et lot-et-garonnaises de BMS peuvent très bien être en concurrence avec les génériqueurs qui seront d'Asie ou d'Inde. Benoît Couillot a 3 minutes de retard quand même, il faut qu'on laisse la parole. Oui. Mais vous pensez également que la filière bois Pierre Fabre peut partir ou pas? Mais qui sait les décisions qui vont être prises par le groupe Fabre dans les années qui viennent? Le groupe Fabre, personne ne le sait. Donc, par contre, ça révèle quelque chose qui est vrai sur la ville, c'est-à-dire une inquiétude. Une inquiétude. Voilà. Est-ce qu'on a une Fabre dépendance? Oui. Est-ce qu'elle est aussi forte que ce que vous en dites, M. Soliveres? J'en suis pas persuadé. Prenons les chiffres. L'emploi de Fabre, c'est 4,5% de l'emploi sur tout le bassin, public et privé compris. Donc, on est dépendant pour des hauts salaires, des chercheurs, tout ça. Pardonnez-moi, votre chiffre n'est pas juste si vous intégrez les sous-traitants. En nombre ou en chiffre d'affaires? C'est quelque chose, en nombre d'emplois. C'est quelque chose de très important, mais les laboratoires Fabre, ce n'est pas la seule force de notre bassin. Il faut aussi le dire. Et il ne faut pas jouer avec les peurs. Et il faut dire, si le groupe Fabre s'est développé là, c'est vrai que c'est parce que ce personnage était attaché à son territoire, mais c'est aussi parce qu'il a trouvé des ouvriers, des chercheurs qui avaient envie de s'investir dans cette aventure locale. Sur la filière bois, vous en êtes où, vous qui avez une partie écologiste dans votre alternative Castres? Alors nous, si on doit faire quelque chose sur le COS, c'est intéressant. Je pense que la réflexion sur le bois, elle est importante, mais on est là dans un marché international, donc dans une concurrence qu'il faut prendre en compte. Nous, on invite à réfléchir sur toutes les possibilités de l'économie circulaire.
de l'économie circulaire, c'est-à-dire en fait l'économie du recyclage, etc. Donc ça peut tout à fait être une proposition qui peut s'intégrer. On a quelque chose de phare dans le département du Tarn, c'est tout ce que fait Trifil. Les rapports très compliqués entre la majorité sortante et les collectivités territoriales font qu'il n'y a quasiment pas de partenariat entre le bassin castré et la société Trifil et donc le Conseil général. Nous, bien évidemment, on mettra en œuvre la réflexion pour que sur la zone du COS se développe un véritable pôle de compétitivité dans l'économie circulaire, dans l'économie du recyclage. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais il ne faut pas laisser penser des choses simplement sans aller plus loin. Aujourd'hui, même si je suis le premier avec mes amis à considérer que, heureusement, que l'industrie pharmaceutique, d'une part, et cosmétologique, d'autre part, a toute sa raison d'être chez nous, et une nouvelle fois merci à M. Fabre, il faut quand même être conscient que si on veut lutter à la fois contre le chômage, et vous avez eu raison de le dénoncer, et si on veut en même temps accroître les ressources, y compris fiscales, de cette ville, pour que justement elle puisse alléger d'autres types d'impôts, notamment ceux des ménages, il y a bien un moment où il faut créer des entreprises de manière concrète. Mais ce n'est pas vous qui allez les créer, monsieur Soliver. Non, alors mais j'en conviens. Et c'est pour ça qu'il faut créer, et c'est le rôle des élus, et c'est la fonction des élus, de créer des conditions favorables à l'implantation des entreprises. Et je dis aujourd'hui que la relance industrielle qui s'appuie sur de la deuxième sous-traitance aéronautique, sur la filière bois et sur l'agro-industrie, ça a du sens dans notre bassin de vie. C'est ça que j'ai voulu dire. Vous avez 2 minutes de retard. Bon. Vous pouvez répondre, allez-y. Alors moi, je vais répondre de manière un peu décalée, mais en même temps, ça va permettre d'aller peut-être vers un autre sujet. Le problème qu'on a à Castres, il faut partir de là, c'est la fiscalité. Ça peut paraître étonnant qu'un candidat, membre d'un parti écologiste, qui vous dit « je viens présenter une liste de citoyens qui veulent s'engager, bien évidemment, dans la culture, etc., on en parlera tout à l'heure », parle de la fiscalité. Mais la situation fiscale de la ville de Castres, c'est quoi? C'est qu'on a un taux d'endettement à 1 900 € par habitant. Donc on ne peut pas l'augmenter. Et n'importe quel candidat un peu sérieux qui a pris les chiffres de la municipalité depuis 13 ans sait que la capacité d'investissement pour les 3 années à venir, elle est quasi nulle. Elle est quasi nulle. Ça veut dire qu'il faut être en capacité... Moi juste, puisqu'on va c'est un endettement sain ou il y a eu des emprunts toxiques? Il n'y a pas tellement d'emprunts toxiques. Ça, c'est ce qui nous protège et heureusement. Ça veut dire qu'on va trouver peut-être des cadavres dans le placard comme toute équipe qui arrive, mais il n'y aura pas d'emprunts toxiques. Fort heureusement. Ça ne veut pas dire que Pascal Bugis, le maire sortant, est responsable de tout. Il est responsable d'une chose, c'est de nous avoir fait condamner à 32 millions d'euros d'amende par la Lyonnaise des Eaux. Ça, il en est responsable et il a considérablement augmenté le taux d'endettement pour ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe municipale qui arrive, elle doit être en capacité de dire nous allons faire des propositions, nous allons initier des choses, mais comprenez bien que pour ça, on ne va pas pouvoir mobiliser des fonds que nous n'avons pas. Donc il faut mettre en place, on va appeler ça comment? Des cercles vertueux. On a besoin de créer d'emplois. Il n'y a aucun candidat qui a de baguette magique. Aucun. Aucun n'arrive avec un entrepreneur dans la poche en disant « moi, si je suis élu, vous avez une entreprise avec 2000 personnes qui viennent travailler sur Castres ». Personne ne l'a. Donc un cercle vertueux, c'est quoi? Nous, par exemple, on dit on met le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il nous manque 500 postes à Castres. Il nous manque 500 postes, notamment dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 70% des logements qui datent d'avant 1970, qui sont des vrais passoires en termes d'économie d'énergie, qui sont habités par des populations plutôt pauvres, donc qui sont en situation de précarité énergétique. Créer un cercle vertueux, c'est dire, on va mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments, on va développer comme ça l'artisanat local. Et moi, je ne serai pas un maire qui pourra venir effectivement avec les chartes. C'est la force publique qui va développer l'entreprise on a des leviers pour ça, parce qu'il y a les bâtiments publics. Il y a les bâtiments publics. C'est simple. Nous, on dit, les quelques marges d'investissement qu'on a, on met le paquet là-dessus, c'est 1 500 000 € par an. Sur la durée de la mandature, pour rien vous cacher, c'est le montant de la place de la banque que le maire vient de faire. Nous, on ne rénovera pas de place, on ne fera pas de grands projets, 1,5 million sur 6 ans. Ça fait 250 par an. On isole des centaines de logements, on isole un maximum de bâtiments publics et on développe de l'emploi. Et des emplois pérennes et non délocalisables. C'est des solutions que j'appelle moi vertueuses, parce que dans le même temps, vous améliorez socialement la vie des gens en situation de précarité, vous faites des propositions pour soutenir aussi les gens qui ont envie d'aller vers la transition énergétique. Que l'artisan propose des CDI, pas forcément des CDD non plus. Ça, nous sommes bien d'accord, mais après, on peut mettre des clauses, vous avez une force pour vérifier tout ça, etc. Et on a des services municipaux dans une ville quand même. Non, mais c'est pour savoir. On a du personnel. Non, mais si je peux me permettre, et très amicalement, mais pourquoi vous voulez opposer la nécessité d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, et notamment
du parc social, à une relance industrielle. Tout ça doit être gentiment harmonisé. Bon, moi je fais partie, comme vous, mais je vous dis mon sentiment. Je connais bien ce sujet de l'amélioration de la performance énergétique, sauf que pour y arriver, il faut d'abord mobiliser les bailleurs sociaux pour ça. Ensuite, aller se battre. C'est le moment d'ailleurs. Je ne vois pas beaucoup d'élus y aller chez le préfet, chez le président de région, pour, dans le cadre des programmes européens, aller chercher effectivement, puisque c'est une ligne intéressante à aller chercher en termes de subventions des fonds structurels européens, et notamment du FEDER, pouvoir effectivement injecter des fonds à la réhabilitation énergétique des bâtiments. Et je ne doute pas 2 secondes, et moi j'y suis favorable, à ce que les artisans locaux puissent travailler là-dessus. Mais, et tant mieux. Mais en quoi c'est incompatible avec la nécessité de faire que demain, le secteur du COS, Marengo 2, comme je l'appelle, le foncier de la SNCF puisse être utilisé à la relance d'activités industrielles? Disons les choses simplement, Monsieur Soliveres. Quand dans votre projet, vous voulez mettre en même temps, je ne sais pas si c'est le cas, mais la gare multimodale. Je n'ai jamais parlé de ça. Donc vous ne l'avez pas mis, par exemple. Non. Mais il y a des candidats qui l'ont mis. Ah ben, vous me parlez les candidats qui disent « je vais faire la gare multimodale, je vais rénover l'ancien hôpital Gabarou, et dans le même temps, je vais participer au financement de l'autoroute concédée », ils racontent des histoires, parce qu'on n'en aura pas les moyens. Vous venez d'évoquer là un sujet qu'on va qualifier de chaud, à savoir effectivement les transports, l'autoroute, éventuellement peut-être même le réseau ferré. Est-ce que vous pensez que pour affirmer le développement de Castres dans les prochaines années, qui peuvent être sur 1 ou 2 mandatures aussi, parce qu'après tout, on peut lancer un projet qui va mettre 12 ou 18 ans avant d'être érigé. Est-ce que vous pensez que c'est la priorité absolue? Ça, c'est une question aux 2 candidats. Pour l'autoroute? L'autoroute, oui, ou pas? Alors, et de quelle façon vous la voyez? Alors pour nous, non. C'est d'ailleurs une des raisons qui justifie notre présence dans cette campagne. Vous vous demandez par exemple pourquoi on n'avait pas fait l'union avec le candidat socialiste. Lui, il soutient l'autoroute concédée. Et donc, nous, on ne la soutient pas. Vous soutenez une 2 fois 2 voies? Non plus. Non, attendez, le mot est concédé, Jean-Marc. L'autoroute concédée, l'autoroute payante. Et on ne soutient pas non plus la 2 fois 2 voies gratuite, parce que dans la 2 fois 2 voies gratuite, il y a une question toute simple qui est comment est-ce qu'on la finance? Elle pose exactement les mêmes problèmes écologiques que la 2 fois 2 voies. J'attends votre troisième solution avec la patience. Mais la troisième solution, elle s'appelle l'aménagement. C'est-à-dire, on part des besoins réels, et on se demande qu'est-ce qu'on a comme moyen pour les financer. Où est-ce qu'on perd du temps entre Castres et Toulouse? Où est-ce qu'on perd du temps? On en perd à la sortie de Castres. On en perd en sortant de la zone du Mélou et on en perd à cause de ce feu de Saïs qu'on aurait dû faire tomber depuis 20 ans. Mais comme on attend Godot l'autoroute, on n'a jamais fait tomber ce feu et résultat des courses, les 10 minutes qu'on pourrait gagner, on les perd dans les bouchons de la zone du Mélou et le feu de Saïs. Nous, on propose de régler cette solution de manière très simple. Un contournement de la zone du Mélou, on tombe le feu de Saïs et déjà on a réglé une bonne partie des problèmes de temps. Parce que l'autoroute concédée, alors le projet qu'on propose en termes d'aménagement, il est autour de 100 millions d'euros. L'autoroute concédée, elle est au moment où on parle à 500 millions d'euros. Elle est à 500 millions d'euros. Oui, mais pour 4000 voitures par jour. Pour 4000 voitures par jour. Pardonnez-moi juste, mais tout le monde participe à la construction de l'autoroute. Est-ce que vous êtes sûr que sur les 100 millions d'euros, il y a d'autres collectivités? Eh bien, nous, on est persuadés que des collectivités territoriales, c'est-à-dire le Conseil général de Haute-Garonne, qui ne veut pas participer, qui l'a déjà annoncé. Le Conseil général du Tarn doit se prononcer la semaine suivante, et bien malin, qui est capable de dire quelle est la position du Conseil général du Tarn. Le Conseil régional du Tarn. Le Conseil régional. Vous travaillez où, M. Couliot? Moi, je travaille dans la montagne. À quel endroit? À Brassac. Bien. Donc, c'est important de considérer qu'il y a énormément de gens qui font cette route. Il y a énormément d'entreprises qui font cette route. Et moi-même, je la fais régulièrement. Et je suis obligé de constater qu'elle est inadaptée au développement, à la relance industrielle que je préconise. Par contre, si je suis pour une concession et que les choses soient très claires entre Toulouse et Castres, autoroutière, après tout, on serait quand même un des bassins de vie qui serait l'un des derniers non desservis par une autoroute. Enfin, pourquoi Albi aurait le bénéfice d'une presque autoroute à 1,40 €, je crois, de mémoire, et nous rien. Enfin, elle a été faite quand? Il y a quelque chose. Attendez, excusez-moi, je vais jusqu'au bout. Par contre, si je suis pour une concession autoroutière, je ne suis pas pour une concession autoroutière dans 20 ou 30 ans. Et c'est bien là le problème. Et c'est bien là le problème. Et moi, j'ai essayé de comprendre où était la difficulté. Si aujourd'hui, nous proposons à Vinci Autoroute, qui a pour filiale les ASF, Vinci nous dira « je ne soumissionnerai pas parce qu'il faut que l'État mette plus d'argent, la région plus d'argent, le département plus d'argent et évidemment les collectivités ». Et ça n'est plus possible, surtout dans le contexte de la réduction des dépenses publiques. Donc je suis allé voir, moi, le patron de Vinci Autoroute pour comprendre. Mais Vinci, c'est pas forcément Vinci qui aura l'autoroute. Mais je vous dis simplement que c'est une analyse d'un concessionnaire. Et il m'a dit, si l'État veut bien me rallonger
le contrat que j'ai avec les ASF de quelques années, je fais l'autoroute de Toulouse jusqu'à Puylaurens. Et après, mobiliser l'argent de l'État, de la région, du département et de l'agglomération pour faire une 2 fois 2 voies. Et entre nous, je préfère faire du 130 jusqu'à Puylaurens et du 110 jusqu'à Castres dans les 6 à 7 ans, plutôt que de faire jamais du 130 ou sinon dans 30 ans. Moi, je l'ai entendu, cette solution, Monsieur Soliveres. Juste une chose, ce que vous propose le patron de Vinci, ce que vous propose le patron de Vinci, juste une chose, ce que vous propose le patron de Vinci, ça s'appelle le grand contournement de Toulouse, et personne ne s'occupera de la sortie de Castres. Vous pouvez en être sûr. Monsieur, excusez-moi, le grand contournement est de Toulouse, s'il avait été réalisé en son temps, et je sais qu'il s'y est opposé, le président du Conseil général de la Haute-Garonne, eh bien, s'il avait été fait en son temps, on serait peut-être désenclavé depuis longtemps. Mais pour terminer sur le sujet, et j'arrête, je le répète, aujourd'hui, si on veut absolument avoir une concession autoroutière de Toulouse à Castres, nous ne l'aurons pas, ou au mieux qu'au bout de 3 contrats de plan, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le préfet de région, et moyennant quoi, je préfère qu'on fasse du Toulouse-Puylaurens à 130 et du Puylaurens jusqu'à Castres, à 110 avec 7,5 km, je les ai calculés, à faire en 2 fois 2 voies. Merci à tous les deux, c'est terminé. Denis Soliveres donc de l'UDI et Monsieur Benoît Couliou de Alternative Castres, c'est-à-dire le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts. Merci Emmanuel. Merci à vous. Demain pour une autre émission sur les municipales.